Dans un monde où votre nom décrit votre métier, la reine démon et le héros le plus puissant du monde décident de faire quelque chose d'inédit. Et une guerre utilisant l'intelligence. Préparez-vous avec votre épée, votre grimoire et un paquet de chips, car il est temps de plonger dans le monde de Mayu Mayu. Depuis 15 ans, une guerre fait rage entre les humains et les démons. Le plus grand guerrier des humains, Eros, qui est plus une description qu'un véritable nom, quitte son groupe d'aventuriers sans explication et se dirige vers le château du chevalier démon, chef de l'armée ennemie, pour mettre fin à la guerre. Lorsque Eros arrive au château, il est surpris de le trouver désert, ce qui le conduit à supposer qu'il marche dans un piège tendu par le chevalier démon. Cependant, à sa grande surprise, le roi démon est en réalité une reine, une belle jeune femme qui, au lieu de se battre, est ravie de voir notre Eros. Elle attendait de rencontrer Eros en personne et souhaite plutôt discuter avec lui. Eros refuse de parler, mais la jeune reine n'a aucune intention de se battre, laissant notre protagoniste sans autre choix que d'accepter l'invitation de la reine à dîner. Alors qu'ils discutent, elle révèle que la guerre a en réalité été bénéfique pour les deux camps, car leurs races ont mis de côté leurs différences pour combattre un ennemi commun et ont stimulé l'économie. Les villes les plus pauvres reçoivent de l'argent de la couronne pour continuer à se battre, mettant ainsi fin à la famine. Héros souligne que c'est bien, car cela montre que la couronne donne sans rien attendre en retour, ce à quoi la reine corrige que ce n'est pas le cas, car les nobles arment les villes pour empêcher les hordes démoniaques d'atteindre le château, leur permettant ainsi de continuer à vivre leur vie de luxe et insouciante. Ainsi, la guerre a permis aux puissants et aux corrompus d'abuser des faibles. De plus, peu importe quel camp gagne, ou si la guerre se termine soudainement sans compensation pour les employés de la guerre, cela entraînerait une guerre civile massive, à l'horreur de Eros. Puisque de nombreux soldats formés à l'art de tuer se retrouveraient sans emploi et, ne sachant rien faire d'autre, utiliseraient ces compétences pour subjuguer les plus faibles. La reine montre alors à Eros une vision d'un monde sans guerre, où tout le monde vit en paix, humains et démons, car les problèmes de la race humaine se retrouvent aussi du côté de l'ennemi, donc une résolution soudaine serait désastreuse pour les deux races. Mais la reine a un plan pour apporter prospérité et paix durable aux deux races et souhaite son aide. Bien qu'il soit conscient que le plan pourrait coûter la vie à certains, Eros accepte d'aider la reine et décide de se rendre dans son royaume pour commencer les préparatifs. Alors qu'il se prépare à partir, notre héros remarque de la mélancolie sur le visage de la reine, et voyant à quel point la jeune femme se sent seule, il l'invite à partager son voyage, ce à quoi une reine heureuse accepte, tous deux jurant qu'ils seront toujours l'un à côté de l'autre. Au milieu de la nuit, deux filles s'enfuient en pleurant d'un village. Après s'être téléportées dans le royaume humain, la reine et Eros arrivent dans un petit village agricole appelé Winter Pass, prévoyant de lancer leurs opérations là-bas. Ils s'installent dans un manoir avec l'aide de leur servante la plus fidèle, la gouvernante en chef, puisque, apparemment, ces gens n'ont pas de nom et sont définis par leur métier, ce qui est un peu triste si on y pense. Quoi qu'il en soit, la gouvernante en chef a préparé un manoir dans le village pour que le héros et la reine puissent s'y installer, en supposant qu'ils étaient mariés, mais le héros la corrige rapidement. La gouvernante, ayant préparé l'arrivée de sa reine, informe les autorités du village qu'une jeune scientifique s'y installera pour étudier la région, la surnommant la savante écarlate. Pour gagner du temps, avant la guerre, des rumeurs circulent selon lesquelles le héros et le roi démon se sont battus et se remettent de leurs blessures. La savante écarlate prévoit de convaincre le doyen du village d'adopter un système de rotation des cultures en 4 champs pour augmenter la production, mais elle échoue à le persuader. Plus tard dans la même nuit, alors que nos protagonistes sont sur le point de s'embrasser, ils entendent du bruit dans les écuries et trouvent 2 jeunes sœurs cachées là, fuyant une vie de servitude. Le héros veut les aider, mais la gouvernante en chef refuse d'abord, disant avec dédain « Elles ne sont pas différentes des insectes qui ne peuvent pas contrôler leur propre vie, dit quelqu'un nommé gouvernante en chef, donc je suppose que nous allons avoir un peu d'ironie dans cette série. » La servante est sur le point de remettre les filles aux autorités, mais à la demande du héros, la reine lui dit de le faire demain. Ce soir, les filles doivent se baigner, recevoir de meilleurs vêtements et dormir dans un lit, ce que la servante accepte. Après le bain et avoir été nourries, les filles demandent l'asile dans la maison de la reine. La gouvernante en chef refuse de l'accorder, les considérant comme moins qu'humaines. Là, les sœurs demandent à la gouvernante en chef
de leur apprendre à se comporter comme des humains pour qu'elles puissent apprendre, ce qu'elle accepte et les prend sous son aile, puisqu'elle a besoin d'aide pour nettoyer le manoir. Pendant que les sœurs sont éduquées par le savant, le héros se sent quelque peu déprimé. Il réalise que, contrairement à la reine, tous ses talents sont pour la guerre, ce qui le fait se sentir inutile. En plus des sœurs, la reine enseigne également aux enfants d'un noble, d'un guerrier et d'un marchand les effets de la guerre sur la société, qui, je suppose, seront tous appelés enfants, espérant changer leur point de vue à ce sujet. Grâce à ces leçons, le savant obtient une autre rencontre avec l'ancien du village, prévoyant de le convaincre avec une arme secrète. Cela fait 3 mois, et la ville a totalement adopté les méthodes agricoles du savant. Le savant cramoisi et le héros, qui assurent maintenant le rôle de l'épéiste d'hiver, ont une discussion avec la nonne qui dirige le couvent près du lac dans la nation du lac. Ils ont besoin du soutien de l'Église pour consolider leur pouvoir. Alors, ils se rendent au lac, le savant remet ce coffre mystérieux aux nonnes, accompagné de quelques instructions. À l'intérieur du couvent, nos héros tombent sur une révélation fracassante. La nonne en chef est en réalité Dame Chevalier, un membre de l'ancienne équipe du héros. Elle est furieuse contre notre héros principal pour les avoir abandonnés puis avoir disparu. Pour couvrir la disparition du héros, le savant cramoisi raconte cette histoire à Dame Chevalier à propos de l'avoir trouvé à l'article de la mort après un affrontement avec le chevalier démon, sauvant sa vie et offrant protection en retour. Dame Chevalier révèle que l'un des anciens compagnons du héros, Archer, est parti servir des familles royales dans le sud, et que la sorcière est partie voir le chevalier démon. Pour le retrouver, cela déstabilise le héros. Le savant sort son arme secrète pour Dame Chevalier, des pommes de terre. Oui, des pommes de terre, une culture inconnue dans le royaume humain à l'époque. Elle vante les avantages et demande à l'Église de diffuser l'information et d'apprendre aux gens du Sud comment les cultiver. Dame Chevalier, qui devrait techniquement être appelée mère supérieure maintenant, mais je suppose que ça ne passe pas, accepte et décide de s'installer dans la ville de notre protagoniste, pour être plus proche de l'action. Le grenier à blé de la reine démon a besoin d'engrais maintenant, alors le savant suggère des entrailles de poisson. Mais le héros n'est pas enthousiaste à l'idée de s'approcher du territoire du shogun de la mer, un type terrifiant avec qui il a déjà eu des démêlés. Option 2. La guilde des marchands louches, qui a amassé des profits pendant la guerre, et qu'elle considère encore pire que le shogun. Alors, le savant lance un os à l'alliance des marchands, une boussole séchée. Ils réfléchissent à ses avantages et décident qu'ils doivent le monopoliser, craignant que le savant ne change d'avis et n'offre l'invention à une autre guilde. Ils débattent de prendre des mesures drastiques contre ce nouvel acteur. De retour en ville, le héros décide de traquer la sorcière dans le Chevalier démon. Avant qu'il ne parte, la reine lui fournit cette armure noire impressionnante, lui ordonnant de la porter, tout en agissant comme son exécuteur là-bas, et lui remet une liste de quelques chefs démons en qui il peut avoir confiance. Il lui donne un baiser sur la joue et disparaît pour retrouver son ami, laissant la reine en attente d'un vrai baiser. La saison d'automne est arrivée depuis que les héros se sont séparés, et les dames chevaliers ont installé un atelier dans le village pour enseigner l'escrime aux étudiants du savant écarlate. Un membre de l'Alliance, le jeune marchand, passe voir le savant, et elle lui propose une autre culture, le maïs. Elle pense que cela augmentera encore plus la production alimentaire de l'humanité, si l'Alliance contribue au fondant. Lorsque le marchand apprend la nouvelle, que le but ultime du savant est une fin pacifique à la guerre, ce qui pourrait être considéré comme une trahison pure et simple, et une hérésie pour les royaumes humains et l'Église, il signale à ses assassins cachés de se préparer. Il ignore que la reine et sa servante sont au courant de son petit jeu, ayant gardé un œil sur les assassins depuis leur arrivée. La reine rappelle aux marchands qu'elle est avant tout pour les affaires. La loyauté va aux affaires plutôt qu'à la guerre, au roi ou à l'Église, car c'est le code de la guilde des marchands. Le jeune marchand cède et annule l'attaque. Mais avant de filer, il pose la question à l'érudite écarlate, à sa grande gêne. De l'autre côté, le chevalier d'hiver, devinez son nom, se vante auprès du majordome érudit, qui est en réalité un archer déguisé, de la façon dont ses récoltes et ses idées stimulent le Sud, conduisant à l'indépendance économique vis-à-vis du centre. Le prince vise cette cause d'indépendance car, bien que la guerre ait dynamisé l'économie de son royaume, elle coûte des vies. Ils ont reçu l'ordre de construire une flotte navale massive pour reprendre l'île d'Aurora,
le seul territoire contrôlé par les humains détenu par les démons. Pendant ce temps, cela fait 6 mois que le héros est parti voir le chevalier démon et a recruté quelques alliés démons. Mais la reine devient nerveuse, ne sachant pas qu'il revient en cachette au village en utilisant son pouvoir de téléportation à son insu. Seule la gouvernante en chef est au courant, et il lui confie qu'il évite de rencontrer la reine, car il est déterminé à être utile. Les nouvelles de la bataille d'Aurora et de la reprise de la guerre excitent les élèves de Dame Chevalier, mais elle essaie de les avertir des réalités de la guerre. Ils n'écoutent pas. Se sentant déprimée, Dame Chevalier trouve du réconfort dans les paroles de la grande sœur, qui lui dit qu'elle veut apprendre plein de choses, pour devenir plus humaine. Dans la ville de Gateway, cette immense métropole du royaume des démons dirigée par des humains, notre héros, sous le nom de Chevalier Noir, intervient pour sauver une serveuse démon de l'harcèlement des croisés. Il apprend d'elle que la plupart de l'armée humaine maltraite les démons depuis qu'ils ont pris le contrôle de la ville, à l'exception de ceux qui gardent la forteresse de l'Est. Pendant ce temps, la flotte d'expédition envoyée pour reprendre l'île d'Aurora est un échec épique, tout cela grâce à leur commandant maladroit, le chevalier Hiver, alors que des krakens démoniaques détruisent la majeure partie de la flotte, ne laissant que quelques survivants, y compris la princesse Hiver dont le père meurt en sauvant le chevalier Hiver. Dans les nations du Sud, la plupart des dirigeants sont agacés la nuit. Le chevalier Hiver refuse d'assumer ses erreurs et essaie de rejeter la faute sur le défunt chevalier Hiver. Vu avec suspicion la nuit, la cause du chevalier Hiver, l'érudit cramoisi, l'Église et l'Alliance aident. La princesse Hiver du chevalier Hiver prend le trône après son père, devenant le nouveau chevalier Hiver. Il appelle la dame chevalier à diriger une deuxième expédition pour reprendre l'île d'Aurora. Alors que la dame chevalier se prépare à partir, l'érudit révèle la vérité. Elle est en fait un roi démon et veut être amie. La dame chevalier, également la chef du couvent, dégaine son épée, absout la reine de mentir, mais dit qu'elle n'a rien à pardonner concernant sa nature démoniaque. Être qui vous êtes n'est pas un péché. À sa surprise, la dame chevalier savait déjà puisque le héros avait révélé la vérité plus tôt et accepte son amitié. Le festival du Nouvel An arrive, et après un an de séparation, le héros et la reine se retrouvent enfin. Après une danse en solo, le héros révèle qu'il a un plan pour libérer la ville de la Porte en 1 mois, et découvre qu'elle prévoit d'aider les humains à reprendre l'île d'Aurora. Le héros repart, promettant de la retrouver la prochaine fois sur le champ de bataille. La grande sœur demande à l'érudit cramoisi pourquoi les guerres existent, et elle explique, en comparant cela à 2 enfants qui se rencontrent, leurs différences provoquant des conflits. Mais lorsque la grande sœur soutient que le conflit n'éclate pas toujours, la reine explique comment il peut être à la fois bon et mauvais, la guerre étant la version désagréable qui peut être inversée. Pendant ce temps, avec l'aide des fées, le chevalier noir inflige des illusions cauchemardesques aux armées des croisés et à la ville de la Porte, perturbant leur esprit et leur morale. Même le commandant des croisés regrette d'être en charge de cet endroit terrifiant. L'érudit cramoisi arrive au camp du chevalier d'hiver et offre son aide à lui et à la dame chevalier. Pour contrer le général arctique et son avantage démoniaque en mer, les forces du chevalier d'hiver construisent un pont terrestre en utilisant des icebergs flottants, les maintenant ensemble avec du sel. Maintenant sur un pied d'égalité, la dame chevalier mène les armées du chevalier d'hiver et sécurise une tête de pont sur l'île Aurora. Malgré leur succès, ils doivent se préparer à un long siège de la forteresse du général arctique. Mais les armées du chevalier d'hiver reçoivent une aide surprise lorsque le héros se téléporte à leur camp et que les armées des croisés arrivent de la ville de la Porte. Il s'avère que les croisés ont abandonné, laissant le général mercenaire de la forteresse de l'Est aux commandes. Désormais au pouvoir, le général forme un nouveau gouvernement avec des démons influents pour maintenir la paix, faisant de la ville la première où humains et démons coexistent pacifiquement. Les démons lancent une offensive finale, seulement pour être vaincus lorsque la dame chevalier tue le général arctique. Alors que le chevalier d'hiver célèbre la reconquête de l'île Aurora, il récompense le savant et le chevalier avec des titres. L'archer rencontre le héros, lui conseillant de ne pas s'isoler à cause de ses pouvoirs, car il a encore des amis qui se soucient de lui. Alors que le deuxième été arrive, le chevalier d'hiver s'est considérablement amélioré, avec l'érudit cramoisi envoyant l'un de ses étudiants, le jeune marchand, pour aider le chevalier d'hiver. Après s'être entraîné avec la dame chevalier et avoir essayé la boisson gazeuse Petit Hiver, le héros se rend à la ville de la Porte,
en tant que chevalier noir, pour assister à un festival. Le commandant croisé est jugé pour avoir lâchement abandonné son poste, et après que sa lâcheté et son égoïsme aient été exposés, il est condamné à mort. Alors qu'il fait la fête avec le général de la forteresse de l'Est, la princesse Dragon de Feu, fille de l'archer Dragon de Feu, se présente, au grand désarroi du héros, car elle se considère comme l'épouse du chevalier noir. Réalisé que le temps presse, l'érudit emmène le héros avec le grand hiver, désormais son apprenti, à la Nation de Fer. Pour présenter une nouvelle invention qui améliorera l'éducation humaine, la presse a imprimé. Lors d'une nuit où la reine et la dame chevalier dorment toutes deux à côté du héros, la reine révèle à la dame chevalier qu'elle retournera chez le chevalier démon pour maintenir son règne et assister à un rituel, renouvelant ainsi son droit de régner, lui demandant de protéger le héros en son absence. Avant que la reine et la gouvernante en chef ne retournent chez le chevalier démon, la reine donne à Grand Hiver une bague magique qui changera son apparence pour qu'elle ressemble à la reine, afin qu'elle puisse assister aux réunions à sa place. Pendant ce temps, le commandant de la croisade est sauvé par le chevalier Hiver. Amer du succès du chevalier Hiver, le chevalier Hiver et le commandant unissent leurs forces pour comploter contre eux. Jeune marchand rend visite au village de l'érudit cramoisi, et, suivant ses instructions, la gouvernante en chef essaie de se faire passer pour l'érudit avec la bague magique. Ils discutent, mais Héros interrompt la fête, réalisant que le marchand a vu à travers la tromperie. Héros intervient et l'emmène chez le chevalier démon, où il avoue que l'érudit est en réalité la reine démon. Il leur montre la ville porte, désormais une métropole animée, habitée et gouvernée par des humains et des démons. La princesse Dragon de Feu leur organise un banquet, leur offrant des droits de commerce dans la ville en échange de leur aide. Pendant ce temps, la reine a une brève rencontre avec la sorcière dans la bibliothèque extérieure, avant de se diriger vers les chambres rituelles. Elle ordonne à la gouvernante de la tuer si elle perd la raison pendant le processus, car elle émergera comme une personne différente. La gouvernante accepte, jurant de protéger la reine de sa vie. De retour au village, la dame chevalier propose d'être officiellement adoubée, chevalier par Héros en signe de sa loyauté éternelle. Héros est très mal à l'aise avec la situation, mais ému par les paroles de son ami, accepte à contre-cœur. Le chevalier d'hiver reçoit la visite d'un représentant de l'Église, lui ordonnant de remettre Crimson, la savante, qui a été marquée comme hérétique par le pape nouvellement élu pour ses enseignements blasphématoires. Il se précipite au village avec l'archer pour avertir les autres. Là, ils lisent l'édit du pape, déclarant que la savante et ses œuvres sont hérétiques et doivent être punies. Le chevalier d'hiver n'a pas le choix, et cela devient encore plus compliqué lorsqu'il découvre l'absence de la reine. Ne pas la livrer sera également considéré comme une trahison envers l'Église. Pour protéger le chevalier d'hiver de nouveaux ennuis, le héros élabore un plan, faisant passer la gouvernante en chef, déguisée en savante, à l'église pour être ensuite sauvé par le héros. De cette façon, le roi aura rempli son devoir, et l'évasion sera imputée à une faction descendante. Le jeune marchand apprend de ses sources que l'Église centrale et les nations ont fabriqué les accusations d'hérésie contre la savante écarlate parce que son travail a aidé le Sud à se libérer de l'influence du centre. Passant à l'action, il recrute l'un des étudiants de la savante, le jeune noble, pour l'aider dans ses plans. Dans le camp des démons, la gouvernante en chef attend le retour de sa maîtresse, déplorant son incapacité à faire plus pour elle. Pendant ce temps, un émissaire de l'Église arrive pour arrêter la savante, ignorant qu'elle est en réalité la gouvernante en chef déguisée. Si les plans du héros semblent stupides en théorie, c'est bien pire en pratique. Devant une grande foule, la gouvernante en chef est accusée d'hérésie, enchaînée et maltraitée. Le héros attend une opportunité pour la sauver, mais juste au moment où la gouvernante en chef a la chance de parler, elle révèle à tout le monde qu'elle était autrefois une servante. Elle raconte son histoire de la perte de la plupart de sa famille pendant ses jours de servitude, et comment, grâce à sa divinité, l'esprit de lumière, elle a été sauvée en se voyant offrir la chance de s'élever et de devenir un véritable être humain. Elle dit à la foule que l'esprit a donné aux humains la liberté de choisir leur propre destin et que personne n'a le droit de leur enlever cela. Permettre à quelqu'un de le faire les rend semblables à des insectes. Furieux, l'émissaire ordonne à la foule de la lapider, mais inspirée par ses paroles, elle lapide, lui et son entourage à la place. Un des gardes de l'émissaire tente d'exécuter la gouvernante, mais elle est sauvée par Winter. Le chevalier place le savant sous la protection de son pays
et ordonne à l'émissaire de partir, le qualifiant, lui et l'Église centrale, de corrompus, et déclarant le savant comme un saint. Au loin, le héros, qui a probablement oublié qu'il avait un plan, regarde fièrement les gens se défendre, épargnant ainsi la peine de devoir travailler. L'émissaire s'enfuit, jurant que le chevalier d'hiver paiera pour son hérésie. Pendant ce temps, un démon à la peau bleue a des visions de la tête faite, qui le perturbent. Dans un autre plan d'existence, une entité mystérieuse déplore ce qui se passe en ce moment et souhaite seulement revoir le héros. Les royaumes du Sud unissent leurs forces pour défier les nations centrales, abolissant le servage et réduisant les impôts pour encourager les gens à migrer vers le Sud. Le couvent de Riverside se sépare de l'église centrale pour former la véritable église de l'Esprit de Lumière, diffusant son message à travers des pamphlets et des bardes. Pendant ce temps, le jeune marchand lit les proclamations des royaumes du Sud et est surpris de remarquer que le parchemin qu'il lit n'est pas ordinaire. Il se souvient de la promesse de l'érudit cramoisi de créer un système d'impression. Pour promouvoir leurs idées, les servantes en chef suggèrent de faire parler les bardes de la prospérité des terres, en évitant de mentionner l'érudit. De cette façon, leur message ne peut pas être considéré comme une hérésie, et ils peuvent chanter librement sans craindre les représailles de l'Église. Le marchand commence à acheter du blé aux nobles du centre avec des contrats à terme, ce qui fait monter les prix des denrées alimentaires dans le cadre de ses plans. Cela fait grimper les prix des semences, sauf dans le sud, ce qui conduira bientôt les autres royaumes à suracheter du grain, provoquant une famine dans les terres. Craignant que leurs réserves alimentaires ne s'épuisent si le centre continue d'importer leur nourriture, le Sud met en place des tarifs commerciaux et des taxes à l'exportation. Pendant ce temps, dans la ville de Gateway, la princesse du dragon de feu informe le général de la forteresse Ikies que le clan du démon bleu prépare quelque chose. Plus tard, elle rencontre un jeune marchand du royaume humain pour acheter du sel. Car les démons sont à court. La gouvernante May se souvient de la façon dont, il y a de nombreuses années, la reine des démons a trouvé dans sa bibliothèque la clé pour mettre fin à la guerre sous la forme d'une prophétie mentionnant le héros. Excitée que le destin ait dicté qu'ils se rencontreraient à nouveau, elle a commencé à planifier. Alors que le centre déclare la guerre au sud en raison de leurs restrictions commerciales, le héros demande au chevalier de l'hiver de gagner du temps avant que la bataille ne commence, tandis qu'il essaie de trouver un moyen d'éviter un bain de sang inutile entre les deux camps. Alors que le marchand et la princesse du dragon de feu apprennent que le centre prévoit d'introduire une nouvelle monnaie pour prévenir l'inflation, le commandant de la croisade et le chevalier de l'hiver découvrent que les enseignements du savant sont imprimés dans le chevalier de fer. Ils décident donc d'attaquer secrètement le royaume. Alors que tout le monde est occupé avec les royaumes du Sud, le chevalier de l'hiver et le héros sont informés que une armée dirigée par le clan du démon bleu a émergé du portail vers le chevalier démon et a l'intention d'attaquer par le sud. Le héros part affronter seul le clan du démon bleu, permettant à l'Alliance du Sud de se concentrer sur l'invasion imminente du Nord, et, à sa surprise, il rencontre la sorcière en chemin. Pendant ce temps, dans le chevalier démon, la reine émerge de la chambre, possédée par les esprits de l'ancien chevalier démon, et la chef de chambre parvient à la repousser à l'intérieur, malgré le fait qu'elle ait le bras droit coupé par elle. Le jeune marchand, accompagné par la princesse du dragon de feu, partage son intention pour que les nations du Sud établissent leur propre monnaie et étendent le commerce de l'alliance de Morkenthal avec le chevalier démon en tirant parti de ce nouveau marché émergent. Là, la princesse du dragon de feu révèle sa véritable identité, et qu'elle est une envoyée des démons de la ville de la Porte. La cavalerie du chevalier d'hiver, dirigée par le commandant de la croisade, lance une attaque surprise sur le chevalier de fer de l'Est en représailles pour leurs serviteurs, dirigeants pour les nations de l'hiver, de la glace et du fer. Cependant, l'attaque échoue grâce aux tactiques avancées que le jeune guerrier a apprises de l'érudit cramoisi et de la dame chevalier. En apprenant la situation, la sorcière ordonne au héros de détruire le portail magique qui relie les deux royaumes après avoir éloigné toute l'armée des démons bleus. En les téléportant d'un seul coup, le héros détruit le portail, et la forteresse téléporte les démons au loin. En passant par le trou créé par l'explosion, le héros atteint le royaume des démons, et réalise que les deux royaumes sont en fait situés dans le même monde, comme les deux faces d'une pièce. Pendant ce temps, la dame chevalier poursuit son plan de faire offrir par les paysans locaux du fourrage avarié pour rendre malades les forces de l'armée centrale et entraver leurs plans. Le héros finit par rattraper la reine, pour être attaqué par elle-même, possédée.
La sorcière apparaît devant le chevalier de l'hiver et lui remet des instructions de l'érudit cramoisi sur la façon de développer un vaccin contre la variole, ce qui pourrait persuader le centre de faire la paix avec le sud. Avant de s'assoupir d'épuisement, la sorcière remarque que l'offre vient des mains des démons. Le roi et son peuple hésitent à accepter l'offre, mais le jeune marchand leur dit que tous les démons ne cherchent pas la guerre et qu'ils devraient envisager d'accepter l'offre. De retour chez les démons, le chevalier héros parvient à aider la reine à expulser les anciens rois démons de son corps. Alors que le héros rattache le bras de la gouvernante en chef, il explique à la reine ce qui s'est passé depuis qu'il a quitté le royaume humain. Pendant ce temps, dans le Chevalier de Fer, le commandant de la croisade trouve les sœurs de la servante dans une imprimerie et tente de tuer la gouvernante en chef, croyant qu'elle est l'érudit cramoisi. Mais il est sauvé par un jeune guerrier, qui combat le commandant et le pousse du dernier étage à sa mort. Dans le camp principal de l'armée, les mercenaires deviennent en colère et agités, car ils n'ont pas assez de nourriture, leurs chevaux sont malades, et les dirigeants centraux se disputent sur le butin de guerre non réclamé au lieu d'attaquer le sud. Maintenant, un capitaine mercenaire mène sa cavalerie pour attaquer le camp de l'armée du Sud, mais ils sont contrecarrés par la Dame Chevalier et sa cavalerie mieux armée utilisant des tactiques de guérilla. Avec l'arrivée de l'hiver, l'armée principale est forcée de battre en retraite. De retour dans les nations centrales, il est révélé que les démons bleus, avec les dirigeants centraux et l'Église centrale, sont les véritables conspirateurs responsables de la guerre, et ils préparent une nouvelle croisade contre le Sud avec des armes à feu, dont le design a été volé à l'un des collaborateurs des érudits dans la Nation de Fer. De retour chez les chevaliers démons, la reine fait son apparition officielle devant ses sujets après sa bataille avec le héros et convoque une réunion avec les autres dirigeants démons, ce que certains démons voient comme un signe de guerre à grande échelle avec les humains. La reine devient frustrée, réalisant qu'il y a encore un long chemin à parcourir pour atteindre son objectif de paix. Mais le héros la réconforte en disant qu'il l'accompagnera tout au long du chemin. Grâce à la trêve entre le centre et le sud, l'Alliance fournit des pommes de terre pour nourrir le centre. Pendant ce temps, le jeune marchand convainc les dirigeants du Sud d'ouvrir le commerce avec les démons. Après le dîner à la villa avec le héros, la dame chevalier et les sœurs, la reine et la gouvernante discutent de la manière dont elles ont aidé l'humanité. Mais ce à quoi elles ne s'attendaient pas et dont elles sont fières, c'est ce que la gouvernante a fait. Je suppose qu'après tout cela, ils lui auront accordé une augmentation ou au moins une semaine de congé.